merci de nous rejoindre sur i24 News pour un morning dans sa version du vendredi. Voici tout de suite le sommaire de votre édition. Plus de 10 ans, 8 jours, 8 nuits de négociations à l'hôtel Beau Rivage de Lausanne et un accord cadre trouvé hier soir. L'Iran maintiendra 6 000 centrifugeuses sur 19 000, suspendra 2 tiers de sa capacité d'enrichissement. Pour un accord, le 30 juin, c'est la prochaine date limite pour la rédaction d'un accord définitif qui sera entériné par l'ONU. On revient sur les termes de cet accord cadre dans cette édition. Et tour à tour, Barack Obama et John Kerry se sont voulus rassurants à l'égard d'Israël. Le premier coup de fil du président américain était à destination du Premier ministre israélien. Alors que pense-t-on de cet accord à Jérusalem? L'option militaire est toujours sur la table. Si l'on en croit l'État hébreu, qu'est-ce que cela veut dire? On posera la question dans ce morning. Et puis les forces de sécurité israéliennes et palestiniennes se sont déployées dans le secteur de Hébron à la recherche d'un jeune Israélien de 22 ans disparu hier après-midi. Il s'agissait en réalité d'une mauvaise blague ou plutôt d'une mise en scène en toile de fond. Une bonne nouvelle tout de même, laquelle? Réponse avec Mathias Inbar qui sera sur place près de Hébron à Kiryat Arba. Donc pour l'essentiel des titres que nous développerons avec nos invités présents sur ce plateau ce matin. J'ai l'honneur de recevoir Jacques Neria. Bonjour. Bonjour. Ancien officier des services de renseignement israéliens, mais on ne vous présente plus quoique. Michel Kishka, dessinateur de presse. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Et Maurice Ferragant, merci à vous. Dans quelques instants, on verra quel est l'état d'esprit de la presse israélienne ce matin après cet accord cadre iranien. Mais tout d'abord, rendons-nous, si vous me le permettez, à Kiryat Arba, là où se trouve Mathias Inbar, notre envoyé sur place. Alors Mathias, on l'a dit, les forces de sécurité israéliennes et palestiniennes qui se sont déployées dans des ampleurs considérables tout au long de la nuit pour retrouver ce jeune homme. En fait, il s'agissait d'une mauvaise blague, d'une mise en scène, on va plutôt dire ça comme ça. Oui, parce que mauvaise blague, ça serait plutôt du tragicomique, Nathalie. Cette nuit est en effet depuis hier soir, 16h17. Exactement, 2 jeunes adultes de Beersheva, de la ville de Beersheva, roulent dans cette direction. Derrière moi, vous voyez le village palestinien de Beit Ayoun. Et puis, au-dessus de mon épaule gauche, c'est première maison de Kiryat Arba. 16h17, le premier appel est lancé. Cela fait une demi-heure, dit-il, que mon ami est parti pour trouver des outils. Il n'est pas revenu. Une alerte est déclenchée au niveau de l'alerte enlèvement. Des centaines de soldats sont déployés avec des unités aériennes également, des unités de renseignement les plus poussées, les plus détaillées du pays sont lancées également aux trousses de cet Israélien. Alors on parle au départ d'un enlèvement, ensuite d'une relation commerciale, on parle d'un trafic de drogue qui aurait été préparé entre Niv Asraf, cet Israélien de 22 ans qui a été retrouvé, et des Palestiniens qui auraient attendu cet Israélien. Et puis finalement, au milieu de la nuit, eh bien, on apprend que cet Israélien, tout simplement, a mis en scène son enlèvement, tout simplement, et vous allez le savoir pourquoi, parce que sa copine l'avait quitté il y a 2-3 semaines et il aurait tenté de mettre en scène, eh bien, de la pousser à revenir vers lui. Je peux vous dire que les réactions tant du côté politique que du côté militaire et du côté civique sont particulièrement agressives en direction de Niv Asraf ce matin. Et on comprend, on va en parler dans quelques instants avec Jacques Neria, ça a coûté beaucoup d'argent cette petite mise en scène. Mathias, je parlais d'une bonne nouvelle en toile de fond de cette mise en scène, bonne nouvelle puisqu'il y a eu coopération entre Israéliens et Palestiniens. Oui Nathalie, il y a 2 bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, vous venez de la dire, eh bien, c'est cette coopération sécuritaire entre Israéliens et Palestiniens dont on disait ces dernières semaines qu'elle était au point mort. Djibril Rajoub même parlait d'arrêt total. Djibril Rajoub, c'est l'un des cadres de l'OLP et du Fatah, parlait d'arrêt total de cette coopération sécuritaire. Eh bien, il n'en a pas été question hier et immédiatement lorsque les services de renseignement, le Shabak, ont commencé à opérer sur le terrain. Eh bien, il y a eu une totale coopération entre les policiers palestiniens et les services de sécurité israéliens. Donc c'est une très bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est surtout
que les leçons de l'enlèvement des 3 adolescents en juin dernier ont été tenues, ont été appliquées tout simplement parce que immédiatement il y a eu donc un déploiement des forces de sécurité, mais surtout une unité civile de guides touristiques, de personnes qui connaissent parfaitement cette région du Gush Etzion, et c'est eux qui ont permis également de retrouver cet Israélien qui se trouvait véritablement dans ce wadi derrière moi, avec en possession de boîtes de conserve et d'un sac de couchage. Il se terrait tout simplement, et c'est eux qui l'ont retrouvé, donc les leçons ont été tirées. Merci Mathias. Voilà donc comment un jeune homme de 22 ans a réussi à angoisser tout le pays pendant une nuit. Jacques, une réaction à cette mise en scène, et puis aussi à ce que vient de dire Mathias concernant ces 2 bonnes nouvelles finalement. Alors je dirais une réaction humaine, c'est dans toute affaire chercher la femme. Alors voilà, on a trouvé la femme. Je me rappelle qu'en 68, il y avait un soldat qui avait amené son char d'assaut, son blindé, dans les rues d'Ashdod pour aller rendre visite à sa petite amie. Alors, donc je dirais ces excès sont risibles, mais ici, dans ce cas-là, c'est malheureux parce que d'abord, ça coûte énormément d'argent, ce sont des millions qui sont dépensés en un rien de temps. 2, je dirais, c'est l'angoisse, je dirais, existentielle d'Israël. C'est la peur, la panique qui est un de ces citoyens qui soit kidnappé, et de nouveau, recommencer l'histoire que nous avions dans l'été dernier. Donc, et tout cela, je dirais, non seulement c'est un mauvais calembour, c'est une mauvaise blague, mais c'est tout simplement quelque chose à punir très durement pour ne pas être répété. Concernant cette coopération sécuritaire entre Israéliens et Palestiniens, elle a été plus poussée que ce que Écoutez, cette coopération n'a jamais cessé. Il y a une langue de bois qui est employée par les 2 parties, mais simplement la réalité sur le terrain oblige en fait Israël et les Palestiniens, l'autorité palestinienne, de coopérer parce qu'il y a face à un ennemi commun, c'est le Hamas. Je vous rappelle que le président Abbas a appelé le monde arabe à réagir contre le Hamas à Gaza, comme il a actuellement réagi militairement contre les Houthis au Yémen. Donc ce qui veut dire que l'autorité palestinienne a donné une carte blanche pour attaquer le Hamas. Donc dans ce cas-là, il n'y a aucun problème à coopérer avec Israël. Merci Jacques pour ce point. Alors la presse israélienne, Maurice, elle s'en fait l'écho de cette histoire, mais ce matin on a choisi, et pour cause, de se concentrer sur un dossier, le dossier du nucléaire iranien, qui a trouvé une réponse, ou en tout cas une réponse temporaire, à Lausanne hier soir. Oui, et la presse israélienne est très sceptique, voire assez virulente contre cet accord de principe signé hier à Lausanne. Vous allez voir, et on va commencer par Yediot Ahronot qui titre « Encore une victoire comme celle-là et nous sommes perdus ». La phrase est la phrase d'Eitan Haber, un des conseillers d'Yitzhak Rabin. Tout politicien débutant, écrit-il, sait qu'en ce qui concerne les installations nucléaires, il est possible et même souhaitable de duper le monde. Le nucléaire ne multiplie pas seulement la puissance militaire d'un pays, mais transforme un État, tout État, en un véritable empire. L'accord conclu hier à Lausanne est un grave échec pour le monde occidental, fatigué de lutter contre la nucléarisation de l'Iran. Conclusion d'Eitan Haber, l'Iran veut devenir hégémonique dans le monde arabe et contrôler la région et n'y renoncera pas. Alors Barak Ravid du Haaretz, lui, il pense l'exact opposé ou presque de Eitan Haber. Il pense que l'accord n'est pas si mauvais que ça. C'est la seule réaction positive dans la presse israélienne. Barak Ravid dans Haaretz, contrairement au réflexe pavlovien de Jérusalem, si l'on se penche sur les détails de cet accord, écrit-il, on peut y trouver de nombreux points positifs. Les acquis de l'Iran portent principalement sur le narratif. Ce que l'Iran nomme ses droits légitimes ont été respectés. Téhéran peut prétendre qu'il peut poursuivre son programme nucléaire et que les sanctions seront levées. Les pays occidentaux ont, eux, obtenu des acquis concrets pour au moins une génération. Israël Hayom, avec notre très cher Boaz Bismuth, qui se pose une question ce matin et qui nous a posé à plusieurs reprises sur ce plateau. Oui, pourquoi devrait-on faire confiance aux Iraniens, demande Boaz Bismuth dans Israël Hayom. Le mot-clé dans cette affaire, écrit-il, c'est la confiance, et nous n'avons pas confiance dans l'Iran. Obama pense avoir conclu un accord historique. Le problème, c'est que Téhéran pense de même. La leçon à tirer de l'accord de Lausanne, écrit Boaz Bismuth, c'est que celui qui ment, veut et soutient le terrorisme finit toujours par gagner.
Alors, accord historique pour certains, erreur historique pour d'autres. C'est ce que titre Maariv. C'est le titre de Maariv. Maariv, d'ailleurs, s'aligne sur les réactions de l'administration israélienne. L'accord de principe entre les grandes puissances et l'Iran est tout simplement une capitulation. Si sur ces principes un accord est conclu en juin prochain, il s'agira alors d'une grave erreur historique qui rendra le monde encore plus dangereux. Et on l'a posé cette question tout à l'heure. On sait que l'un des premiers coups de fil de Barack Obama, il s'est dirigé à Benjamin Netanyahou. John Kerry s'est également exprimé à l'égard des Israéliens. Le Jérusalem Post qui se pose la question de l'avenir d'Israël. Est-ce qu'on est en danger ou pas? Oui, le Jérusalem Post qui reprend, on ne sait pas comment, des propos tenus dans la conversation téléphonique entre Obama et Benjamin Netanyahou. Et le quotidien révèle qu'au cours de cet entretien, le chef du gouvernement israélien a rappelé au chef de la Maison-Blanche les propos tenus à Téhéran. La destruction d'Israël n'est pas négociable, a rappelé Benjamin Netanyahou de la part de ces propos tenus par des responsables iraniens. En bref, Netanyahou considère et a redit à Obama que les principes définis à Lausanne sont mauvais et qu'ils mèneront à un mauvais accord. Alors ça, c'est pour la presse israélienne, la presse du Moyen-Orient maintenant. Oui, je vous ai choisi deux quotidiens à l'Arabie, le Moyen-Orient après l'accord de Lausanne. L'accord de principe conclu à Lausanne est perçu comme une ouverture vers l'espoir, mais ce qui est vu comme une nouvelle ère de paix et de réconciliation entre l'Iran et l'Occident, écrit à l'Arabie, n'est pas nécessairement et ne sera pas une nouvelle période de paix au Proche-Orient. La région se dirige vers la guerre ouverte. Oman est le seul pays du Moyen-Orient à ne pas être engagé dans un conflit. Et puis cette réaction dans cet éditorial dans Al Jazeera, le nucléaire iranien, accord ou désordre. Les accords de Lausanne ouvrent à de longues et complexes négociations sur chacun des points que les deux parties veulent détailler. Ce processus pourrait se poursuivre jusqu'en juin et peut-être plus, écrit Al Jazeera. Mais l'insistance sur les étapes convenues à Lausanne me rappelle le processus d'Oslo, écrit l'éditorialiste. Ces étapes sont destinées à conserver l'Iran sous contrôle et permettront aux États-Unis de décider quand et comment l'Iran pourra être libéré de toutes les menaces de sanctions. Et voilà, 30 juin ou plus si affinité. On va en reparler dans quelques instants, mais on va tout de suite faire le point sur les détails de cet accord. D'ici quelques minutes, on a un souci avec le reportage. Alors, Jacques, comment vous le définiriez cet accord? Comme un accord historique ou comme une erreur historique, comme l'ont qualifié certains et comme on l'a entendu? Je dirais d'abord que c'est un mauvais accord, en premier lieu. En deuxième lieu, il n'y avait aucun moyen d'éviter cet accord-là. Je dirais la marche à reculons est impossible, donc on est arrivé quand même à limiter l'Iran d'une certaine manière. Ce que je voudrais insister sur un point. Les accords dont on parle n'ont pas été signés. Ce sont des accords qui sont verbaux. Rien n'a été écrit. Ce sont des titres à discuter, à négocier, à remplir, à former un dossier. Le dossier devrait se terminer le 30 juin. Avec la liste qui a été énumérée hier, je pense que ce sera impossible physiquement. Alors justement, là, on va la reprendre, cette liste. Les points essentiels de l'accord, finalement. 6 000 centrifugeuses sur 19 000. Laurent Fabius parlait à un certain point de ces négociations d'une centaine de centrifugeuses seulement qui resteraient en fonction. Alors là, c'est plutôt les Iraniens qui ont gagné. Alors voilà, c'est la phrase que je disais tout à l'heure. Je dirais que si les deux parties sont en train de crier victoire, qui a vraiment gagné? Donc, je pense que dans ce cas-là, le décodage de ce qui s'est passé fait très bien signe au fait que les Iraniens, finalement, ont gagné cette partie en restant, je dirais, dans le club nucléaire, en étant acceptés comme puissance, je dirais, dormante nucléaire, avec un programme nucléaire. Donc 6 000 centrifuges vont permettre à l'Iran, si jamais l'Iran décidait à un certain moment de continuer son programme nucléaire, à arriver en moins d'un an à une ogive nucléaire. André Malraux avait dit à l'époque que la vérité d'un homme, c'est ce qu'il cache. Alors, qu'est-ce que cachent les Iraniens? On le sait, les détonateurs, par exemple, des ogives nucléaires n'ont pas été discutés. Qu'est-ce qui se passe avec cela? Les ogives nucléaires, oui ou non?
il y a beaucoup d'éléments qui ne sont pas encore présents sur la table et qui n'ont pas été négociés. Alors, cette question justement de Natanz, qui serait le seul site nucléaire de Fordo, qui serait transformé en centre de physique et de recherche vous employez nucléaire. très bien, Nathalie, le conditionnel, qui serait. Donc, il faudrait voir comment ça va se passer sur le terrain. Combien de temps est-ce que ça va durer? Est-ce que effectivement l'uranium enrichi a été sorti je dirais, des frontières iraniennes et déposé où? En Russie, quelque part d'autre? Tout cela doit être vu. Les Anglais ont une phrase en disant que le test du pudding, c'est en le goûtant. Il faut voir il faut voir ce qui se passe effectivement. Donc il ne faut pas. Alors répondez justement à Boaz Bismuth. Est-ce que nous retranscrivait tout à l'heure Maurice? Est-ce qu'on peut faire confiance aux Iraniens? Écoutez, jusqu'à présent, je dirais, les Iraniens ont été les as, les champions du jeu de cache-cache. Alors, à ce jeu-là, ils se sont fait prendre plusieurs fois, mais simplement, ils ont continué en disant « Ok, personne ne nous menace ». Je dirais aujourd'hui, la menace militaire contre l'Iran a diminué de 90%. Tant que les négociations se font, personne n'osera faire quoi que ce soit si les Américains et les Iraniens, si les Européens et les Iraniens sont en train de discuter, de négocier. Donc, tout cela, pour l'instant, est mis à part. Il faudra attendre la prochaine étape, voir si jamais les Iraniens vont tromper l'Occident, ce qu'ils vont certainement faire. Et puis, alors, on verra quelle sera leur réaction. Alors, Michel Maurice, on sent Jacques particulièrement sceptique, et il n'est pas le seul, en tout cas, ici en Israël, quant à cet accord. Est-ce qu'il y a un point positif quand même? Par exemple, c'est celui d'avoir évité le point de rupture, le point de non-retour des discussions entre l'Occident et l'Iran. La question que j'aimerais poser à Jacques, c'est est-ce que finalement vous pensez que c'est les sanctions économiques contre l'Iran qui finalement d'abord les ont amenés à la table des négociations? C'est certainement ça, certainement ça. Ce n'est pas la menace d'une action militaire, parce que la menace d'une action militaire aurait tout simplement éloigné les Iraniens au maximum d'1 an, 2 ans, 3 ans. Et ils seraient de nouveau, ils auraient repris leur programme en se cachant beaucoup plus profondément dans la terre, donc dans les installations nucléaires cachées sous terre. Et là, je dirais, on se serait retrouvé d'ici 3 ans avec un Iran nucléaire, tout à fait nucléaire. Parce que je pense que si l'arme, en tout cas de la sanction économique, est une arme finalement forte, et on a entendu hier quand même Barack Obama s'engager pour les 15 années à venir. On sait que dans 1 an et demi, il n'est plus président. Donc il s'engage pour l'Amérique future, pour les présidents qui vont lui succéder, à remaintenir les sanctions et, cas échéant, en faire la guerre. Donc, pour le moment, je veux dire, même si il y a beaucoup de scepticisme, moi aussi j'ai un certain scepticisme, je ne suis pas monté sur le toit pour danser hier soir, mais je pense qu'il y a sur l'échiquier, il y a quelque chose d'intéressant qui est en train de se passer, et le fait qu'il y ait quand même un dialogue, quelles qu'en soient les conséquences, et qu'un journaliste israélien hier ait interviewé un haut représentant iranien à Lausanne, ce sont des choses quasiment inédites depuis Khomeini, et peut-être que c'est le signe d'un changement futur. Alors, est-ce qu'on est face à un changement des cartes et de la donne au Proche-Orient? On en reparlera dans quelques instants. Je voudrais qu'on prenne la direction de Paris, qu'on y rejoigne. Reza Pirzadeh, vous êtes iranien en exil à Paris, délégué du Conseil national iranien en exil. Bonjour et merci beaucoup d'avoir répondu et d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Alors, une question, est-ce qu'on peut faire, est-ce que vous faites confiance à l'Iran? Bonjour. Écoutez, comment faire confiance à un régime, la République islamique, qui maltraite à ce point son propre peuple, qui l'emprisonne, qui torture, qui assassine, qui exécute? N'oublions pas que d'après les rapports d'Amnesty International sous la présidence de M. Rouhani, il y a eu plus d'exécutions et d'arrestations que sous la présidence d'Ahmadinejad. Moi, personnellement, je me réjouis qu'il y ait des avancées diplomatiques, mais je ne peux pas faire confiance à un régime qui a dès le début commencé par une prise d'otage qui a été le fait marquant de sa naissance. Je parle de la prise d'otage de l'ambassade des États-Unis à Téhéran, qui a inventé le terrorisme d'État, qui soutient des organisations terroristes comme le Hamas, comme le Hezbollah,
qui dépense des milliards de dollars en Syrie pour aider Bachar el-Assad à tuer son propre peuple. Moi, franchement, je ne peux pas faire confiance à un tel régime qui a tourné en art complet le mensonge et le fait qu'il a toujours trompé et les Iraniens et le monde entier. Alors Reza, si je comprends bien, vous ne partagez pas la déclaration de Barack Obama d'hier soir quand il disait « si l'Iran triche, le monde entier le saura ». Vous ne la partagez pas, cette déclaration? Non, je pense que je me réjouis de la déclaration du président Obama. Je pense que le président Obama était sincère et que effectivement il y aura beaucoup de pression sur le régime. Mais moi, je ne suis pas du tout optimiste quant au fait que le régime puisse accepter sur le long terme à appliquer exactement et strictement l'accord cadre qui a été annoncé hier. Plus que jamais, je pense que la solution est entre les mains du peuple iranien qu'il faut soutenir coûte que coûte dans ses aspirations démocratiques, et la solution ne peut certainement pas être une solution militaire qui ne ferait qu'aggraver encore plus la situation dans l'ensemble du Moyen-Orient et qui donnerait carte blanche au régime pour développer ses armes de destruction massive. Il faut plus que jamais soutenir le peuple iranien pour arriver à un vrai changement de régime en Iran qui est la seule solution pour une vraie stabilité et une vraie paix durable dans toute la région. Merci beaucoup Reza Pirzadeh pour ce témoignage. Je rappelle donc que vous êtes délégué du Conseil national iranien en exil à Paris. Merci beaucoup Jacques. Je voudrais qu'on réagisse à ce que disait Reza et puis à ce qu'on disait juste précédemment au sujet des sanctions. Ces sanctions-là, elles avaient aussi comme objectif de pousser les Iraniens dans la rue, de les pousser à renverser ce régime. C'était ça aussi. Il y a quelques années, il y a eu une presque révolution. On attendait que l'administration américaine prête une épaule chaude à ces démonstrations qui ont failli faire tomber le régime. Au lieu que cela se passe, l'administration américaine a ignoré les faits, a regardé de l'autre côté, a laissé les Bassidj massacrer les manifestants iraniens. Donc je dirais qu'il y a ici un intérêt très, très clair des Américains de coopérer, d'arriver à un certain entendement avec les Iraniens, ce que les Arabes comprennent aujourd'hui très, très fort. La preuve est là, c'est que les Arabes ont attaqué le Yémen en avertissant les Américains 1 heure à l'avance uniquement. Donc c'est tout simplement pour dire à quel point, je dirais, la confiance règne entre les deux parties. Alors on va écouter justement Barack Obama, on en parle après. Aujourd'hui, les États-Unis et leurs partenaires sont parvenus à une entente historique avec l'Iran qui, si elle est totalement mise en œuvre, empêchera l'Iran d'acquérir l'arme nucléaire. Si notre agenda mène à un accord final et total, notre pays, nos alliés et notre monde seront plus en sécurité. J'aime bien le conditionnel, c'est un si. Avec un si, on peut mettre Paris dans une bouteille. Alors, mais j'emploierais, je dirais, une autre expression d'un célèbre poète arabe, Al-Mutanabi, qui avait dit que si vous voyez les dents du lion, ça ne veut pas dire qu'il est en train de rire. Rouhani nous montre ses dents, mais simplement, je suis certain qu'il n'est pas en train. Il est en train de. Cette diplomatie des sourires dont on reparle. Je dirais qu'il faudrait peut-être, il faudrait poser la question à Obama s'il a lu les lettres persanes de Montesquieu ou s'il connaît le personnage de Zadig de Voltaire. Je pense que j'en doute très fort. Alors Michel, on a vu Barack Obama en chair et en os, vous l'avez dessiné il y a quelques années, enfin vous le dessinez régulièrement, mais vous l'avez redessiné à cette occasion avec une référence historique assez particulière. On regarde. Oui, voilà. Alors pour ceux qui ne seraient pas au courant, la référence historique, c'est Théodore Herzl sur la terrasse d'un hôtel à Bâle au moment du premier congressionniste en 1897, disant qu'il avait créé un État qui, dans 5 ans sûrement, dans 5 ans peut-être, dans 50 ans sûrement. Ah bon, j'ai mis Obama à la place d'Herzl, Bibi Netanyahu accroché au balcon, et Obama dit à Lausanne, je suis arrivé à un accord historique avec l'Iran, et Netanyahu demande quel accord historique, que bientôt on arrivera à un accord historique avec l'Iran. Donc c'est-à-dire que c'est vrai, comme le disait très bien Jacques, pour le moment c'est des paroles, l'avenir nous le dira, seulement Bibi n'est pas prêt
à formuler cette phrase « l'avenir nous le dira ». Parce que si l'avenir nous le dira, c'est une menace pour l'existence d'Israël, alors il ne veut pas voir cet avenir. Enfin, disons, moi je suis moins sceptique que Netanyahou, c'est pour ça que je ne suis pas Premier ministre. mais il faut reconnaître qu'il y a un talent immense ici. Un talent immense, Michel. Merci, Jacques. Bien sûr, et qu'on a tous les vendredis sur ce plateau avec grand plaisir. Alors, un autre de vos dessins qui concerne toujours Benjamin Netanyahou d'une autre façon, puisque c'est en interne cette fois, avec la formation du gouvernement, la formation de la coalition, puisque c'est ce qui le préoccupe sur la scène intérieure. C'est un dessin que j'ai fait tout à fait en début de semaine, parce que je sentais bien que, alors que les élections ont clairement mis la droite au pouvoir, d'accord, majoritaire à la Knesset, et que normalement, dans un contexte comme ça, la formation d'une coalition devrait être simple, eh ben, il s'avère que c'est beaucoup moins simple, parce que le fait que, par exemple, les partis qui sont les partis, appelons ça les enfants naturels de la coalition, ont tous été affaiblis au compte du Likoud qui, lui, a gardé en nombre. Donc, ils ont perdu leur force on pourrait dire, la force qu'ils ont dans les pourparlers. Et finalement, chacun des ministères importants est disputé par tous les partis. Alors, ils veulent tous être ministres des Affaires étrangères, ils veulent tous être ministres des Finances. Et pour Netanyahou, c'est un gros casse-tête. Mais d'un autre côté, bon, le Likoud, ils sont 30, alors qu'ils étaient combien à la Knesset précédente, le Likoud? Ça, tu dois bien savoir. Oui, 19. Voilà, donc finalement, voilà. Donc maintenant, il y a des gens du Likoud qui ne se sentent plus et qui se voient déjà ministres alors qu'ils étaient députés, et ça ne va pas être tellement simple. Mais de toute façon, pour moi, ça ne va rien changer. Je vais continuer à les dessiner. Voilà. Et on continuera à en parler. On va faire une petite pause dans toute cette politique, actualité. La jungle, ouais, c'est tout à fait. Vous savez, j'ai dessiné ce qu'on appelle dans la savane africaine le Big Five. Donc, le Big Five, ce sont les 5 animaux qui sont prisés par les grands chasseurs, et c'est Hemingway qui a déterminé ce terme dans Les Neiges du Kilimandjaro, les Big Five. La seule différence, c'est que c'est nous les proies et c'est eux les chasseurs. Voilà, c'est la seule différence. Alors justement, en parlant de proie, vous nous avez préparé un rébus ce matin. Qu'on va essayer de résoudre en l'honneur de la fête de Pâques qui s'annonce ce soir et qui sera célébrée par les Juifs du monde entier, ici aussi en Israël. Alors allez-y. Alors voilà, écoutez, voilà. Jacques, Maurice. Non, moi, je ne suis pas pour ces... Non, c'est pas possible. L'ancien officier des renseignements, vous n'avez pas dit. Il me faut du temps. Moi, je ne suis pas là. Il faut que je me concentre. On a 2 minutes avant de rentrer. Non, c'est trop. Allons-y. Moi, j'ai déjà Maurice. trouvé, mais je ne veux pas le dire. Voilà, il m'a appelé hier fièrement en me disant qu'il avait trouvé. Bon, voilà, vous voulez que je vous aide à le résoudre? Allez, aidez-nous. Voilà, comment est-ce qu'on résout un rébus? On va sur ce qui est sûr et on essaie de compléter ce qui l'est moins. Alors le premier, c'est le. D'accord? Chien méchant, on ne sait pas encore. 1 plus 1, c'est combien? 2. 2. L apostrophe, bitter, c'est quoi en français? Amer. Voilà, la mer. Alors le de la mer, alors c'est quoi Jules Renard? Il a écrit quoi? Poil de carotte. Et poil de carotte. Poil de carotte. Et les cheveux de poil de carotte, c'est quelle couleur? Roux. Voilà. Et César, qu'est-ce qu'il a dit? Du pain et des jeux. Voilà, du pain et des jeux. Donc on a rouge en bas, d'accord? Le, on ne sait pas, de la mer, rouge. Alors je pense que chien méchant, ça doit vouloir dire passage. S'il est méchant, il n'est pas sage. Donc ça fait le passage de la mer Rouge. Passage de la mer Rouge. Donc c'est la sortie des Hébreux d'Égypte vers la terre promise, et on est là sur le plateau en terre promise. Voilà. Jacques, vous l'aviez? En fait, j'avais deviné, mais simplement je n'étais pas sûr. J'avais besoin encore d'être déterminé. C'est pas l'officier des renseignements qui parle, c'est le négociateur. Voilà, tout à fait, le négociateur. Et puis, voilà, c'est uniquement verbal. Donc. Merci beaucoup en tout cas. J'adore les rébus et j'adore les faire et les résoudre, et je trouve ça vraiment. Et nous aussi, on a bien aimé ce sympa. matin. Merci Michel, merci Jacques, merci Maurice d'avoir été en notre compagnie ce matin. On se quitte pour un tout nouveau journal présenté par Steve Jourdain. Juste après, on revient et on parlera à nouveau de cette question iranienne. À tout de suite. Sur le plateau du Morning d'I24 News. Merci à vous de votre fidélité. Avec moi sur ce plateau, Betsabé Salem. Bonjour Betsabé, bonjour merci Nathalie. de nous avoir rejoints. Ali Wakel, spécialiste du monde arabe. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Alors Betsabé, on va passer en revue la presse internationale, la presse française également. Et on parle bien évidemment ce matin de l'Iran. Oui, avec une presse américaine plutôt pragmatique ce matin. C'est le moment de vérité pour le New York Times qui rappelle, il y a 6 ans, lors de son discours d'investiture, Obama s'adressait aux nations ennemies en déclarant « Nous allons vous tendre la main si vous êtes prêtes à ouvrir la voie ».
vôtre. C'est l'attitude qu'a adoptée le président des États-Unis avec l'un des pays les plus intransigeants, souligne le journal. La question est maintenant de savoir si Obama va gagner son audacieux pari. Un pari d'autant plus que les ambitions du président américain ont été régulièrement frustrées pendant ces 6 dernières années. C'était le New York Times. L'occasion pour lui de se glisser sur le devant de la scène, même si le président est resté prudent, relève le Washington Post, ce qui reflète bien pour le journal la fragilité de l'accord auquel il manque encore des points clés. Alors, de leur côté, les Iraniens, eux, klaxonnent dans les rues et font la fête. C'est l'angle qu'a choisi le Guardian au Royaume-Uni en une de son site. Les Iraniens qui vont pouvoir respirer grâce à une levée, même si progressive et conditionnelle, des sanctions et les menaces de guerre qui s'éloignent. Alors ça, c'est pour ce que les Américains voient de cet accord. Côté français, on s'y intéresse aussi ce matin. Alors, le monde plein pot, effectivement, sur cet accord cadre trouvé à Lausanne, avec un Obama, écrit le journal, qui tente déjà de convaincre l'opinion américaine. Et vous le noterez, un Kerry plutôt à la traîne. Une façon de se demander, les Américains ne se sont-ils pas fait légèrement tourner en bourrique par les Iraniens? Un soulagement, néanmoins, côté Libération, qui souligne ces négociations ont été longues et pénibles, mais ça en valait la peine. Et oui, les grandes puissances et l'Iran ont annoncé les paramètres clés pour résoudre le dossier du nucléaire iranien. Un accord historique pour 20 minutes, quand bien même il menacerait la survie d'Israël pour Netanyahou. L'annonce du compromis a suscité, comme attendu, une violente réaction du Premier ministre israélien. C'est ce qu'on peut lire dans le quotidien gratuit. Le Figaro a relégué plus bas sur son site cet accord qui, insiste le journal, n'est qu'un accord d'étape, puisque les négociations vont se poursuivre jusqu'au 30 juin. Au moins, le Figaro a choisi de laisser place à cette attaque qui s'est déroulée au Kenya à 150 km de la Somalie. C'est bien ça, hein, l'autre grande actualité. Voilà, une attaque terroriste donc sur le campus d'une université au Kenya qui a fait au moins 147 morts, l'une des attaques les plus sanglantes perpétrées par les djihadistes somaliens, écrit le Figaro. Un véritable carnage, écrit RFI. Et même si le ministère de l'Intérieur affirme que l'assaut des forces de sécurité est terminé, eh bien il reste néanmoins prudent sur d'éventuels assaillants qui seraient toujours à l'intérieur. Des assaillants dont le but était donc de prendre en otage des étudiants chrétiens, ceux qui sont contre les Chebabs. D'ailleurs, les Chebabs ont laissé une 50aine d'étudiants musulmans s'enfuir de l'université. Pas vraiment une surprise. Les islamistes somaliens Al-Shabaab avaient juré de venger l'intervention kenyane en Somalie. C'est ce que rappelle de son côté Courrier International. Voilà, ouais, plus 147 de 140 morts. Hein. Autre information aujourd'hui qui date de la fin d'après-midi, milieu d'après-midi d'hier, cette deuxième boîte noire de la Germanwings qui a été retrouvée. Voilà, qui a secoué la presse, une trouvaille cruciale pour les enquêteurs, c'est ce qu'écrit Le Monde en France. Cette seconde boîte noire enregistre les paramètres du vol, soit des données sur la vitesse de l'avion, son altitude, son régime moteur, l'action des pilotes sur les commandes ou encore les différents modes de pilotage. Des paramètres enregistrés seconde par seconde, précise de son côté le Huffington Post. Or, l'objet qui était enfoui dans une ravine et noirci par le feu, eh bien, laisse pourtant raisonnablement espérer une possibilité d'exploitation. On attend avec impatience. Voilà, on finit, Ali, ça va vous faire sourciller, vous allez voir, par une touche de culot. Ça se passe au Qatar. Le club de sport Al-Sadd de la ville de Doha voulait battre un record du monde de participants détenu par les États-Unis avec 50 000 participants. Alors pour arriver à ses fins, il a fait appel à des immigrés, pour la plupart asiatiques, qui ont été ramenés à la course depuis leur dortoir. Et oui, ainsi des sportifs habituels qui étaient en train de faire ce marathon ont eu la surprise de voir à leur côté des concurrents plutôt particuliers, certains en jean et en claquettes. C'est ce qu'a relevé le Télégraphe qui a été repris donc par Slate. Une fois la course lancée, certains auraient tenté d'abandonner. Et oui, c'était trop difficile, mais selon les témoins, eh bien, ils auraient dû continuer sous la contrainte, puis finalement renvoyés dans leur dortoir quand les organisateurs ont réalisé que de toute façon, ils étaient très loin du nombre record. Il n'était qu'à 30 000 environ. Il fallait encore 20 000 personnes. C'est la journée des mises en scène hier, manifestement. Merci beaucoup, Betsabé, d'avoir été avec nous. Alors, Ali, je voudrais bien évidemment qu'on revienne sur cet accord. Et je vais vous demander ce matin, un arbitrage, selon vous, c'est l'Iran ou c'est l'Occident qui a remporté la mise ?
Bon, c'est les deux pour le moment, mais on a entendu parler dans certains médias sur la fragilité de cet accord. Il faut aussi examiner les mots et les expressions employées par Jawad Zarif et par les Européens et les Américains. Accord sur les paramètres clés, un accord cadre dont le vrai contenu et les vraies clauses ne sont pas encore conclues. Elles ont été reportées à juin, et d'ici juin, on verra des crises entre les Iraniens. Il y a encore beaucoup de travail. Cet accord a permis aux deux côtés de gagner un peu plus de temps et de réduire une partie de la pression, notamment de la pression dans la région Israël d'un côté et les pays arabes hostiles à l'Iran de l'autre côté. Mais il ne faut pas célébrer ce qui a été conclu hier. On est encore très loin d'un accord final. Est-ce que pour autant cette avancée, vous la qualifieriez finalement de réintégration d'une certaine façon, partielle ou pas, de l'Iran dans le concert des nations? Je pense que oui, parce que dès le point de départ, les Américains ont fait tout pour essayer de réduire les obstacles, pour essayer de garantir aux Iraniens qui seront intégrés, et non pas seulement intégrés. Vous savez, ce qui inquiète les Israéliens et ce qui inquiète les Saoudiens, par exemple, ce n'est pas seulement le plan, l'aspect technique du nucléaire iranien, mais c'est l'hégémonie iranienne qui pas seulement a été conservée dans le cadre de cette entente ou de cet accord de cadre, mais elle a été renforcée. Les pays, les milices dans la région et le public regarde comment est-ce que le ministre iranien avec les ministres des superpuissances mondiales sont en train de discuter un programme nucléaire, mais un accord qui conserve une certaine dignité pour les Iraniens. Les Iraniens ont entendu les Européens et les Américains parler du programme nucléaire civil iranien. Donc, qu'on le veuille ou non, les Iraniens feront partie du club nucléaire. Maintenant, ça dépend d'eux. Est-ce qu'ils vont prendre le risque d'essayer à nouveau de dévier ce programme nucléaire vers le militaire ou le conserver pour le civil? Et aussi pour le civil, ils en ont un avantage sur la très grande majorité des pays de la région. Alors, une autre question qui va se poser dès le retour finalement de John Kerry aux États-Unis, avec la reprise de la session parlementaire et au Congrès, savoir si le Congrès à majorité républicaine, on le rappelle, fera confiance à cet accord que ramènera John Kerry. Est-ce que finalement la confiance du Congrès, elle va dépendre de l'action de l'Iran en Syrie, en Irak, au Yémen? Oui, ce qu'a fait cet accord, c'est qu'il a un peu bouleversé l'écart, parce que si on avait hier un accord très clair, le Congrès aurait une attitude, une position vis-à-vis de cet accord. Là, est-ce qu'il va sanctionner l'administration? Est-ce qu'il va rendre plus difficile la tâche de l'administration quand l'accord n'est pas encore clair, quand il y aura des négociations dans les semaines et les mois à venir? Mais oui, à mon avis, c'est l'hégémonie de l'Iran, c'est le rôle joué par l'Iran au Yémen qui va être sanctionné par le Congrès, par les alliés d'Israël et de l'Arabie saoudite au Congrès. On est très loin, Nathalie, encore, d'un vrai rapprochement entre l'Iran et entre les États-Unis, mais il y a des compagnies, des sociétés occidentales qui se précipitent déjà pour faire du trafic avec l'Iran. Donc, d'un côté, il y a le Congrès qui mettra de la... il y a ses intérêts commerciaux, ses intérêts économiques, autant pour l'Iran que pour l'Occident, oui, finalement. Tout à fait. L'Iran est un vaste pays, un pays pétrolier, une population qui consomme à l'occidental, et les multinationales aimeront très bien beaucoup revenir à l'Iran. Donc, dans cette pression entre les alliés d'Israël et de l'Arabie saoudite au Congrès et la pression de certaines compagnies occidentales, c'est dans cette atmosphère que va se dérouler, et pour l'Iran aussi, bien sûr, c'est entre l'aile modérée et l'aile radicale. L'aile radicale, notamment les gardes de la Révolution et Khamenei, qui voulant garantir non pas seulement la dignité de l'Iran, mais un accès pour l'Iran à la voie militaire si jamais les Iraniens
penseront que les engagements de la communauté internationale n'ont pas été honorés. Et voilà pour ce jeu d'échecs. Merci beaucoup Ali d'avoir été avec nous ce matin. Ali et Betsabé, vous le savez, ce soir en Israël comme dans le monde entier, les Juifs célèbrent la Pâque avec une tradition. C'est un registre complètement différent de ce dont on vient de parler jusqu'à présent, mais une tradition, c'est cette matzah, le pain azim que les Juifs vont manger pendant 8 jours. La matzah fabriquée comme à l'époque de la traversée du désert par les Hébreux avec une technique particulièrement précise. Regardez, c'est Maël Ben-Oliel qui s'y colle. Une boulangerie pas comme les autres. Ici, ni baguette, ni pain de campagne, uniquement de la matzah. Consommer ce pain azim traditionnel constitue une obligation pour les Juifs pendant la fête de Pessah. Nous sommes dans une boulangerie de matzot. Ici, tout est fait à la main. Certains Juifs les font à l'aide de machines, mais nous, les Juifs chassidiques, depuis 300 ans, nous les faisons comme ça, uniquement à la main. Et dans cette boulangerie, la matzah qui est produite est une matzah dite shmura. Cette dernière est élaborée à partir d'un blé surveillé depuis sa moisson pour éviter toute humidité. Dans cette chambre là-bas, il y a quelqu'un qui gère la farine, de la farine moulue qui a été protégée de l'eau depuis que le blé a été récolté. Et dans quelques instants, depuis cet endroit, ils vont ramener l'eau qui va être mélangée à la farine là-bas. Cette eau a d'abord reposé pendant 24 heures, au moins une nuit, c'est une obligation. Seulement après, on peut l'utiliser pour faire la pâte. Quelques secondes suffisent pour que la farine et l'eau s'homogénéisent. Il a reçu la pâte de là-bas et il la pétrit jusqu'à ce qu'elle soit prête à être travaillée. La pâte est très dure et elle n'est pas évidente à pétrir. 150-200 seaux sont nécessaires. Il faut environ 4 minutes de seau pour faire une bonne pâte. Maintenant, il lui donne une forme cylindrique pour que ce soit facile à couper en parts individuelles et c'est là-bas qu'il l'étale. Dernière étape avant la cuisson, l'étalage de la pâte. Il doit faire en sorte que les matzot soient prêtes en 18 minutes, depuis le début du processus jusqu'à la cuisson. Il y a une loi qui dit que si vous laissez de la farine et de l'eau ensemble sans les travailler, cela devient chametz. Le chametz signifie en hébreu du pain qui a levé, obtenu par un processus de fermentation. Et pendant les 8 jours de la Pâque juive, il est interdit de consommer tout produit ayant subi un tel processus. Depuis 3000 ans, cet interdit vient commémorer le fait que les Hébreux, quand ils quittèrent l'Égypte, n'ont pas eu le temps de laisser leur pain se lever. C'est la fête la plus importante, mais aussi la première des fêtes juives qui marque la naissance du peuple juif. Selon la Bible, Dieu en personne est apparu au peuple juif. Appeared to all the Jewish people. It's the idea of Passover, that you pass over all of your own desires. Et donc, c'est l'idée de la Pâque, d'aller au-delà de ses propres désirs, ses pensées. Comment faire pour faire de ce monde un meilleur monde, comme le souhaite le Créateur. Et manger des matzot vous donne le pouvoir, la foi et l'énergie de le faire. Tous les ans, cette boulangerie chassidique de Kfar Saba produit près de 80 tonnes de matzot shmurot. Une production largement destinée à l'exportation puisque les 3/4 de ces matzot sont exportés dans les 4 coins du monde. Après 6 mois de travail acharné, cette boulangerie rouvrira ses portes en octobre prochain. Alors voilà, pour Maël Ben-Oliel qui est donc en reportage avec cette technique particulière du pain azim. Alors on ne revient pas sur cette petite référence puisque pour la première fois moi j'entendais que le pain azim, azim c'est un mot aussi en arabe qui veut dire prestigieux, puissant. Saint, glorieux aussi, oui c'est un des noms de Dieu. Alors azim. voilà, alors on ne fait pas le rapprochement mais en tout cas la référence était jolie. Merci de l'avoir faite pendant ce reportage. Merci beaucoup Ali d'avoir été avec nous. Merci à vous également Betsabé, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À suivre un tout nouveau journal de la rédaction. Il sera bien évidemment question de l'Iran. Quant à moi, je vous souhaite un excellent week-end et de bonnes fêtes de Pâques pour ceux qui la célèbrent. Excellente journée.